Cinéma sur écoute, la fabrique de son qui fait entendre les salles de cinéma en Europe. Cinéma sur écoute. Le cinéma du TNB n'est pas tout à fait comme les autres. Classé art et essai, labellisé jeune public, patrimoine et recherche, il est surtout au cœur d'un théâtre, le Théâtre national de Bretagne. Le TNB réunit 27 artistes associés venus de tous horizons. Leur regard déplace ce lieu de création vers de nouveaux territoires imaginaires, artistiques et géographiques. À l'image du théâtre, la programmation du cinéma est aventureuse et audacieuse. Elle conjugue les films les plus contemporains à ceux du répertoire. Je suis Stéphanie Jaunet, coordinatrice du cinéma au sein du TNB. Dans ce lieu incroyable, je serai votre guide. Épisode après épisode, je vous emmène dans certains endroits cachés du théâtre, en compagnie de celles et ceux qui, toute l'année, accompagnent généreusement les films vers les spectateurs et spectatrices. En déambulant, avec mes invités, dans les coulisses de ce vaste lieu de création, nous nous interrogerons sur un sujet cher à l'équipe du cinéma, le matrimoine, soit les femmes qui ont fait et qui font le cinéma. Pour ce 4e épisode, mon invité est Éric Touvenel. Éric est professeur en études cinématographiques à l'Université Paris-Nanterre. Ses recherches portent notamment sur le cinéma expérimental, les techniques du cinéma, les formes télévisuelles et le western contemporain. Nous nous sommes rencontrés et retrouvés dans un premier temps dans l'envie commune de programmer du cinéma expérimental au TNB, ce que nous faisons maintenant depuis plusieurs saisons. Et dans un second temps, autour de l'objet de ses recherches, le western. Il a notamment accompagné l'avant-première du film First Cow de la réalisatrice Kelly Reichardt au TNB. C'était donc une évidence pour moi de l'inviter pour ce podcast, pour qu'il nous parle de la place de la femme dans ce genre cinématographique, de la place de la femme devant et derrière la caméra. Bonjour Éric. Bonjour Stéphanie. Bienvenue au TNB. Merci d'avoir répondu à mon invitation. On va parler western aujourd'hui. Oui. Ouais. Tu te souviens la première fois que tu es venu parler western au TNB ? Oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ça devait être en 2021 pour une projection de First Cow de Kelly Reichardt. Voilà. Tout à fait. On suivait 2 personnages dans ce film, Cookie et King Lou, quelque chose comme ça. Et ils évoluaient dans les forêts de l'Oregon. On était loin des westerns au milieu du désert et de ce qu'on a comme image du western habituellement. J'avais envie de faire écho à ce film et à ce lieu qui est la forêt, et t'emmener dans un endroit ici au TNB que les gens ne connaissent pas, ou en tout cas connaissent très peu, que moi j'appelle la forêt parce que ça y ressemble un petit peu. Donc je te propose de t'emmener dans cet endroit et tu me diras ce que tu en penses. Partons en forêt. On y va. On va prendre l'ascenseur. Ouverture des portes, rez-de-chaussée, fermeture des portes. Ouverture des portes, sous-sol. Voilà, alors là, on est au sous-sol. On va essayer de s'y retrouver. Je pense que l'accès sous la salle Villard, c'est par ici. Voilà, c'est là. On est donc dans la forêt, ce que j'appelle la forêt, dans cet espace sous la scène de la salle Jean Villard. Une forêt composée d'étais, donc des piliers métalliques, alignés sous toute la longueur de l'espace Villard. Alors il y a des répétitions au-dessus de nous. On entend un peu de voix, et je vois quand même un peu pourquoi tu appelles ça la forêt.
voilà, on entend que ça s'active. Ici, dans cette salle, il y a aussi tout le système de câbles qui remontent et qui va tenir les perches qui tiennent elles-mêmes les lumières, et parfois même les décors, il me semble. Et ces câbles remontent tout là-haut, au-dessus de la scène, jusqu'à 19 mètres de hauteur. Cette scène au-dessus de notre tête, entièrement détrapable, ce qui permet de créer une fosse si besoin pour accueillir un orchestre par exemple, mais également de faire apparaître et disparaître des décors. Alors, tu disais que c'est vrai qu'on n'est pas habitué quand on pense western aux grandes forêts et à l'Oregon. Il y a quand même eu pas mal de westerns tournés en Oregon. C'est pas l'État. Alors souvent, il faut aussi faire attention parce qu'un un western qui est situé dans le Texas, il peut très bien avoir été tourné dans 4 ou 5 États différents et pas un seul plan au Texas. Mais en Oregon, il y a eu des choses quand même, et comme on parlait de Kelly Reichardt tout à l'heure, elle a situé tout, ou presque tous ses films se passent en Oregon, même des films qui sont a priori pas des westerns, mais qui ont des allures de western, et par exemple ces deux westerns, First Cow et La Dernière Piste, quelques années plus tôt, ont tous les deux été tournés en Oregon et dans des paysages qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, puisque First Cow c'est effectivement... c'est beaucoup de verre, c'est beaucoup de forêts, c'est beaucoup de choses verticales, beaucoup de fougères, alors que La Dernière Piste, c'est un paysage qui est complètement pelé et désertique. C'est une autre partie de l'Oregon. Des décors complètement différents. Alors Eric, commençons par les personnages féminins, si tu le veux bien, dans un premier temps dans l'histoire du western, qui se limite, pour faire court, à la prostituée ou à l'institutrice. Alors pendant longtemps, ça s'est presque complètement résumé à ça. C'était les deux grands archétypes de personnages féminins dans le western qui font leur apparition dès le début des années 30. Alors en fait, il y avait plein de westerns à l'époque du muet, et avec... une liaison très forte entre le western et le mélodrame. C'est-à-dire que le western n'était pas... on a eu tendance à le regarder après comme un genre vraiment fondé sur l'action, mais en fait, il y a toujours eu une composante très forte de mélodrame. Le désert ou les grands paysages fournissaient un cadre pour des histoires qui étaient aussi épiques et très mouvementées à l'intérieur des personnages eux-mêmes. Et par exemple, il y a un des plus beaux personnages interprétés par Lillian Gish, l'actrice de Griffith, c'est dans Le Vent de Victor Sjöström, qui était un réalisateur immigré de Suède et qui, à la toute fin des années 20, réalise ce film qui est peut-être un des plus beaux films de toute la période du cinéma muet, et qui raconte l'histoire d'une jeune femme, Letty, qui émigre en fait parce qu'elle a plus de famille, et elle se retrouve dans une région qui est un peu celle des plaines du Midwest, dans une région qui est sans arrêt balayée par les vents et qui a la réputation de rendre les gens et les femmes en particulier folles. Et donc c'est vraiment un western qui est extrêmement impressionnant parce qu'il y a une correspondance sans arrêt entre la tempête extérieure dans le désert et la tempête intérieure qui secoue le personnage de Letty. Donc il y a ce truc de mélodrame très fort dès le début, mais rapidement, les personnages féminins se figent autour de deux grands archétypes qu'on voit très bien par exemple dans La Chevauchée fantastique de Ford en 1939. C'est ce qu'on a appelé parfois l'institutrice, c'est-à-dire la jeune femme pure, pieuse, très probablement vierge aussi, soit institutrice, soit fille d'un éleveur de bovins, enfin voilà, quelque chose comme ça, qui évidemment va ravir le cœur du héros, mais le cœur du héros, dans les westerns classiques, balance souvent aussi d'un autre côté vers ce qu'on appelait la prostituée au grand cœur, c'est-à-dire une femme qui est pas forcément une prostituée, mais qui est une femme au passé trouble ou de mauvaise vie, ou qui voilà, est engluée dans une situation à laquelle elle ne peut pas échapper. Et la situation hyper récurrente, c'est que la prostituée au grand cœur finit par se sacrifier, soit au sens propre, soit au sens figuré, pour laisser la place à la jeune vierge au cœur pur pour qu'elle puisse consommer son union avec le jeune cow-boy qui tient le rôle principal. Voilà. Et donc pendant très longtemps, le western a vraiment tourné autour de ces archétypes-là, jusqu'à ce qu'on voit apparaître autour des années...
début des années 50 surtout, des personnages de femmes dans le western beaucoup plus affirmés, avec un caractère beaucoup plus fort, des femmes qui portent les armes, qui sont parfois chefs de gang ou tenancières de saloon, qui tiennent aussi des rôles extrêmement importants dans le film à égalité, voire même souvent devant le personnage masculin principal. Alors il y a quelques exemples célèbres, c'est par exemple Marlène Dietrich dans L'Ange des Maudits de Fritz Lang en 52, c'est John Crawford dans Johnny Guitar de Nicolas Ray 2 ans plus tard en 54, ou c'est Barbara Stanwyck dans 40 tueurs de Samuel Fuller en 57 qui là est une hors-la-loi. Stanwyck, qui jouait déjà les femmes fatales, les femmes mauvaises dans Assurance sur la mort de Wilder, par exemple, et puis même depuis très longtemps dans les films du pré-code. Mais là, elle est vraiment à la tête d'une bande de hors-la-loi sanguinaire qu'elle mène d'une main de fer. Mais ces personnages-là sont très forts, sont très impressionnants, mais ils donnent à ces personnages féminins des caractéristiques comprises, perçues à l'époque comme typiquement masculines. En fait, les personnages féminins, là, dans les années 40, 50, sont des personnages forts parce qu'elles sont capables d'agir comme des hommes dans un monde d'hommes. Les années 50, c'est déjà le moment où le western décline. Il y a peut-être de ça aussi. Il y a peut-être l'idée aussi d'aller chercher des solutions de renouvellement à un genre qui est en train de vraiment de s'essouffler et de perdre son attrait auprès du public. L'âge d'or, vraiment le pic du succès du western, qui a été vraiment le grand genre du cinéma américain par excellence, c'est vraiment le tout début des années 50, 51, et après très vite ça décline. Ça décline en fréquentation, ça décline en termes de production aussi du nombre de films, et ça va ensuite cesser de décliner. Ça ne cessera pas de décliner jusqu'à la fin des années 70, où là on a diagnostiqué parfois un genre, le western, qui était en état de quasi-mort clinique, quoi. Mais paradoxalement, le moment où on annonce la mort du western, c'est le moment où il va renaître de ses cendres avec des personnages nouveaux, des thématiques un peu nouvelles, et pas mal de réalisatrices qui s'investissent dans le western à ce moment-là, parce que ça leur ouvre aussi des possibilités de travailler dans un genre qui était traditionnellement considéré comme très masculin. Alors les réalisatrices de western sont très présentes pendant la période du muet. On pense à Alice Guy, à Lois Weber, à Ida McPark, à Ruth Ann Baldwin, Cleo Madison, Ruth Stonehouse. Il y en avait quand même pas mal. Elle travaillait notamment au sein des grands studios comme Universal. Il y a aussi des scénaristes à cette époque. On compte parmi elles Dorothy Asner, qui signe le scénario de The Bread of the Border en 1924, ou de No Gunman en 1925. Alors, elles disparaissent avec l'avènement de l'industrie cinématographique, et puis elles finissent par revenir. Alors, dis-nous, dans le western, à quel endroit elles reviennent, où est-ce qu'on les retrouve, et pourquoi ? Il y a eu effectivement un moment où beaucoup de femmes ont écrit des scénarios de western, parce que le western était très lié à la question du mélodrame. Donc on faisait appel à des plumes féminines pour apporter, en tout cas ce qu'on pensait être une sensibilité au mélodrame. Et puis ça disparaît, et c'est peut-être un peu dans les replis du western qu'on va continuer à trouver un peu des femmes qui travaillent à des postes importants. Je pense par exemple à une cinéaste dont on redécouvre vraiment le travail ces dernières années, qui est Ida Lupino. Et Ida Lupino, par exemple, elle a réalisé entre la fin des années 50, alors c'est plus tardif, c'est entre la fin des années 50 et quasiment la fin des années 60, Afghan Will Travel, Daniel Boone, Le Virginien, L'Homme à la carabine. Elle a travaillé sur au moins 4 séries télé-western à cette époque, en apportant son savoir-faire, son regard. Alors c'est souvent un peu dans les replis, dans les marges, qu'elle travaille de la même façon que quelques années plus tard, quand le western sera un genre dont plus personne ne veut dans les studios hollywoodiens. À la fin du XXe siècle, il y a beaucoup de femmes qui vont arriver avec des projets de western et qui vont réussir à les mettre sur pied, qui vont apporter beaucoup d'air, en fait, et un souffle vraiment nouveau au genre, à la fois en changeant la typologie des personnages, pas seulement des personnages féminins, d'ailleurs des personnages masculins aussi, avec un regard sur le paysage différent, avec un regard sur ce que c'est différent, sur ce que doit être un genre dévolu essentiellement à l'action, un regard différent sur l'histoire de leur pays aussi. Qu'apportent ces nouveaux regards dans le genre même du western ?
À quoi ou à qui tu penses quand tu dis ça ? Alors, chez les réalisatrices, il y a plusieurs choses. Ça donne souvent Alors, ils ne sont pas si nombreux que ça, hein, les westerns tournés dans les années 80, 90, mais il y a une proportion importante de femmes qui en tournent et c'est toujours des westerns très singuliers. Mais un peu évidemment en marge du western comme un genre essentiellement américain. C'est un film relativement méconnu mais extrêmement étonnant qui s'appelle L'homme du boulevard des Capucines, qui est un western soviétique de la fin de l'ère soviétique. Il date de 87, donc on est juste un peu avant la chute du rideau de fer. Et il a été réalisé par quelqu'un qui s'appelle Alla Surikova, qui auparavant avait plutôt réalisé des comédies sentimentales, des films de mœurs qui se passaient vraiment en Russie. Et là, elle fait un western qui est censé se dérouler aux États-Unis. C'est sur le territoire américain qui se déroule, mais tous les acteurs sont soviétiques, tout le monde parle en russe. C'est donc vraiment un western russe qui se situe à l'extrême fin du 19e siècle et qui voit arriver dans une toute petite ville, vraiment typique des stéréotypes du western, un type qui a avec lui un cinématographe lumière et qui va projeter des vues lumière dans le saloon. Et le film s'appelle L'homme du boulevard des Capucines parce que le boulevard des Capucines, c'est le boulevard sur lequel a eu lieu la première projection publique du cinématographe lumière en 1895. Et donc c'est extrêmement étonnant de voir dans ce contexte-là, d'un western, d'une part, d'un western soviétique, d'autre part, l'arrivée du cinéma. Et ça permet à Surikova de rejouer des choses qui font un peu partie de la mythologie de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire le train qui entre en gare et les spectateurs complètement terrorisés à l'idée que le train sorte de l'écran et leur roule dessus, les premiers éclats de rire devant l'arroseur arrosé. Voilà, et donc elle revisite une espèce de proto-histoire des émotions du cinéma dans un genre qu'est le western. Ça, c'est un premier film très intéressant. Il y en a un autre, par exemple, qui s'appelle Thousand of Pieces of Gold, donc des milliers de pièces d'or, qui a été réalisé en 90 par Nancy Kelly, qui, lui, s'intéresse sur la communauté des Chinois qui venaient travailler sur le chemin de fer, essentiellement, au 19e siècle, en mettant en scène un personnage féminin qui arrive de Chine et qui est vendu, en fait, comme prostituée dans une colonie un peu retirée. Et donc, il s'intéresse aussi à cette partie de la population sur lequel on a su des choses assez tardivement via le cinéma, parce que le western les avait très très peu représentés, sinon comme des figurants, en fait, des gens qui étaient en arrière-plan. Et donc elle s'intéresse beaucoup à ces personnages-là, de la même manière que 3 ans plus tard, c'est une cinéaste qui s'appelle Maggie Greenwald qui tourne vraiment un des plus beaux westerns, je trouve, de la fin du XXe siècle, qui s'appelle The Ballad of Little Joe. Qui là encore suit le destin d'une femme qui se déguise en garçon, en fait, pour être capable de survivre dans l'Ouest. Et il y a notamment une chose très très belle dans ce film, c'est qu'elle finit par, elle habite dans une cabane reculée, et elle finit par recueillir chez elle justement un ancien ouvrier chinois du chemin de fer, dont elle va progressivement tomber amoureuse. Mais il y a un travail très très beau sur l'inversion des stéréotypes de genre. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté Little Joe, qui est une femme, mais qui s'habille, qui se vêtit, qui se déguise, qui agit comme un garçon, qui modifie sa voix, qui comprime ses seins avec une bande pour pas qu'on les voit, qui est dans une espèce de devenir garçon qui est compliqué pour elle, mais qui lui permet aussi de s'accomplir dans ce monde extrêmement violent. Et ce personnage d'homme qui a un physique très doux, très délicat, il a les cheveux longs, il a des gestes qui sont mesurés, il correspond absolument pas en fait au stéréotype du cow-boy, du hors-la-loi, voilà. Et donc il y a un amour qui va naître entre ces deux personnages-là, à travers notamment l'idée d'un regard érotique porté par Little Joe. Il y a une scène très très belle où lui, il est en train de se baigner dans un étang, il est nu, et elle le regarde, et on voit bien qu'elle le désire, mais donc c'est une femme déguisée en garçon qui désire un garçon qui ressemble beaucoup à une femme. Et donc il y a une espèce comme ça d'inversion, de jeu de miroir, assez trouble, mais extrêmement touchant, très rare dans le cinéma américain, même en général, de cette époque, dans le cinéma tout court d'ailleurs. Et c'est particulièrement frappant que ce soit dans le cas d'un western, en fait, que la cinéaste ait décidé de travailler ça. C'est aussi la question d'un monde violent et de comment les femmes, à la fois, y habitent, y survivent, peuvent construire une vie, et comment une cinéaste peut porter aussi un regard là-dessus, c'est-à-dire sans se limiter à dire que il faut éviter la violence, c'est prendre à bras-le-corps la dimension violente du western et de l'histoire américaine, mais en la regardant, en faisant un pas de côté, et avec une autre sensibilité. Ce que fera Kelly Reichardt, par exemple, un peu plus tard, dans les années 2010. C'est un film qui est assez intéressant aussi.
Alors, on voit le retour en grâce du western, ou peut-être sur un effet de mode, de Kelly Reichardt, mais aussi de Jane Campion. Kelly Reichardt à travers la dernière piste au First Co, et Jane Campion avec The Power of the Dog. Qu'en est-il du western contemporain ? Effectivement, le genre western est presque mort au début des années 80. Alors, on a beaucoup commenté comment, par exemple, La Porte du Paradis de Cimino avait été vraiment le dernier clou posé sur le cercueil du western. Mais c'est un genre qui continue de vivre un peu avec des formes nouvelles et qui va connaître, enfin moi je crois, c'est l'impression que j'ai, à partir du début des années 2000, au milieu des années 2000, une résurgence assez spectaculaire. C'est-à-dire qu'on peut presque dire qu'aujourd'hui, le truc un peu à la mode, pour une partie des cinéastes américains, disons indépendants, c'est de tourner des westerns. Et ça pose une question qui est, je trouve, vachement intéressante. C'est pourquoi avoir besoin de revenir vers ce genre-là, très porté sur la variation-répétition. Pourquoi est-ce que c'est un genre qui résonnerait particulièrement avec les questions du présent ? Il y a plusieurs hypothèses que des films ont formulées. Il y a d'abord celle qui nous intéresse surtout ici, c'est que ça permet de repenser, de retravailler la question des rapports entre les genres ou entre les sexes, les rapports entre les hommes et les femmes, la question des identités sexuelles. Il y a par exemple, c'est pas un film réalisé par une femme, mais il y a un western réalisé par James Mangold. C'est un remake de 3h10 pour Yuma, qui présente un magnifique personnage de hors-la-loi queer. Ce hors-la-loi, interprété par Russell Crowe, donc qui est un acteur qui transporte avec lui une image plutôt virile, disons. Il a comme bras droit un type qui est immédiatement présenté comme quelqu'un qui a une identité relativement trouble. Il n'a rien de complètement extravagant, on n'est pas du tout dans le cliché, mais par exemple, il y a quelque chose dans ses gestes, dans ses postures d'un peu affecté. Et on comprend assez vite, au bout de quelques scènes, dans une discussion avec un type, une diligence qu'ils ont arrêté, qu'il a effectivement cette réputation-là d'être un homosexuel et que donc il est la risée de tout le monde. Mais c'est simultanément un homme qui est capable d'être très violent. Enfin, il fait ses trucs de hors-la-loi. Donc il tue, il pille. Et il a surtout une manière d'affirmer sans aucune honte en fait ce qu'il est. Et je trouve que j'ai toujours trouvé que c'était un très très beau personnage. Bon, ça c'est un exemple parmi d'autres qui peut expliquer que on prend un genre qui paraît hyper rigide, hyper codifié, avec des personnages complètement inamovibles parce qu'on a des grosses représentations et on va continuer de les faire varier en apportant du trouble. Donc chez les personnages masculins, chez les personnages féminins. On va reprendre, par exemple, des figures un peu anciennes de l'histoire du western, des personnages féminins comme Calamity Jane, par exemple, qui est un cas assez intéressant parce qu'elle est présentée pendant très longtemps, Calamity Jane, comme un garçon manqué. Et puis, quand on se rapproche des westerns contemporains, les traitements du personnage de Calamity Jane au cinéma et à la télévision l'emmènent de plus en plus vers une dimension qui est une dimension possiblement lesbienne. Avec aussi des possibilités de développer des relations entre des personnages féminins, ce qui est hyper intéressant parce que dans le western classique, comme dans beaucoup d'autres films classiques, les personnages féminins n'existent qu'à travers le regard qu'elles portent sur les hommes ou que les hommes portent sur elles. Donc elles sont souvent prises, par exemple, dans des triangulaires, des triangles amoureux où il y a 2 hommes, une femme. Et donc c'est intéressant de voir comment les westerns plus récents parviennent à déplacer ça. Soit 2 femmes, un homme, soit 2 femmes, 3 femmes et pas d'hommes du tout. Rien que ça peut paraître bête, mais ça permet de faire bouger aussi les lignes narratives parce que c'est plus les mêmes personnages qui portent l'action. Il n'y a même plus forcément besoin d'être dans l'action. Voilà. Et donc, il y a des films assez beaux qui ont travaillé ça. Le traitement du personnage de Calamity Jane dans la série de HBO Deadwood, par exemple, est hyper intéressant. Donc, on a des personnages féminins qui, dès les années 70, sont à l'intérieur du western dans un schéma qui est assez proche de ce qu'on a appelé le viol et revanche. Il y a un film, par exemple, en 71 qui s'appelle Un Colt pour 3 salopards, en français, Annie Colder, en version originale, qui est un film de Burt Kennedy, dans lequel le personnage principal est interprété par Raquel Welch, dont le mari est assassiné sauvagement au début du film et qui va se lancer dans une quête de vengeance. Voilà. Donc des personnages qui se déplacent et des thématiques qui se déplacent, et c'est typiquement ce qu'on voit à partir du milieu des années 2000, des variations assez subtiles.
parfois porté par des femmes réalisatrices, mais pas toujours, avec tout un tas de déplacements du regard. Sur un autre plan, mais ça nous emmènerait dans une autre direction, mais c'est une des autres raisons pour lesquelles il y a une grosse résurgence du western. Kelly Reichardt en est une bonne représentante, c'est l'attention à la question du paysage et plus largement à la question écologique. C'est-à-dire que si on se remet à faire des westerns, c'est qu'on se réinterroge quand même de manière un peu profonde sur la relation qu'on entretient à la nature, sur le rapport entre nature et culture. C'est une question qui a sans doute besoin d'être à nouveau posée sur d'autres bases, et donc on peut revenir en arrière dans l'histoire et s'installer à l'intérieur du genre du western pour là encore poser ces questions de façon un petit peu différente. Dans First Co, par exemple, il y a quelque chose autour de l'ascension, autour de la question de la propriété et de la collectivité, la question de l'émergence du capitalisme, la question de ce qui va fatalement avec l'avancée de la civilisation. Comme dans La Dernière Piste, il y avait un rapport au paysage assez différent. Alors jamais magnifié chez Reichardt, ces westerns ont été beaucoup commentés pour ça. Il propose un format d'image qui est ce qu'on appelle le format 1:37, qui est le format des premières années du cinéma parlant, qui est un format presque carré. C'est-à-dire que si vous regardez le film sur un écran qui fait 1 mètre de haut, il fera 1,37 m de large. Donc on est très loin du cinémascope, du VistaVision, de l'imaginaire qu'on a de paysages complètement sublimés par la caméra. Et elle est dans quelque chose de beaucoup plus frontal, beaucoup plus rêche, beaucoup plus âpre. Et La Dernière Piste est très beau pour ça aussi, pour la manière dont il ne mythologise pas du tout le paysage et permet d'inscrire aussi, dès le tout début du film d'ailleurs, quelque chose autour des gestes du quotidien, des gestes inlassablement répétés par les femmes mais par des hommes aussi, et va montrer comment les femmes pas prennent le pouvoir, parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans le film, mais à un moment sont capables d'assumer des responsabilités ou de prendre des décisions que les hommes ne sont pas capables de prendre. Alors on revient à Kelly Reichardt, toujours à la place du paysage, son lien à la nature. Il me semble que la boucle temporelle de cet entretien est bouclée. Nous revoici dans la forêt. Merci beaucoup Eric pour ce que tu nous as livré sur la place des femmes dans le western. Nous ne manquons pas d'aller voir les nombreux films dont tu nous as parlé. Je compte également sur toi pour revenir au TNB, nous parler du western entre autres. On se retrouve bientôt dans les salles obscures. Merci, à bientôt. Vous venez d'écouter Cinéma sur écoute, la fabrique de sons qui fait entendre les salles de cinéma en Europe. Cet épisode fait partie d'une longue série fabriquée à plusieurs. Nous vous parlons depuis nos salles, chaque salle de cinéma nourrissant ce flux avec sa propre couleur. Au TNB, des critiques, des chercheuses, des artistes viennent évoquer les actrices, réalisatrices et techniciennes qui font notre cinéma de matrimoine. Cinéma sur écoute est lauréat de l'appel à projet Collaborate to Innovate 2021, mis en œuvre par Europa Cinéma et financé par Creative Europe Media de l'Union européenne. Une production Narasson.